C'est l'histoire d'un rêve emprisonné dans un cauchemar. Le plus grand et le plus beau navire français détruit par le feu, en pleine guerre mondiale, sur les quais de Manhattan. Le 29 mai 1935, le paquebot Normandie quitte le Havre pour sa première traversée de l'océan, destination New York. Il est l'aboutissement d'un chantier pharaonique qui a duré 7 ans. 80 000 tonnes de technologie, d'art et de savoir-faire français. Avec plus de 1000 membres d'équipage pour 2000 passagers, le voyage est d'un luxe sans égal. Normandie, qui a étonné le monde par l'audace de sa conception. La Compagnie Générale Transatlantique fait de son lancement un événement médiatique international qui marque toute une génération. Entièrement mobilisée, la presse couvre le nouveau champion des mers de tous les superlatifs. Des centaines de reportages sont consacrés à la modernité de sa silhouette, à ses espaces de première classe comparables au château de Versailles, au faste qu'il offre aux passagers et à sa propulsion révolutionnaire. Normandy, flying a white furrow in the Atlantic on her maiden voyage at nearly 30 knots, the world's biggest liner with the speed of a destroyer. Les ponts extérieurs, dégagés, laissant la place à de vastes promenades et espaces de détente, sont filmés de tous les angles possibles par des équipes du monde entier. Big ship is a news photographer's dream, a tempting mark for air shots. And the Mobiton flying cameraman does aerial acrobatics in getting his angles. La dette flottante, l'a-t-on pourtant appelée. Sa construction, démarrée peu après le krach de 1929, porte la compagnie au bord de la ruine. Pour maintenir son rang dans la course internationale, l'État français intervient et, de justesse, sauve l'entreprise de la faillite. Alors que le monde est au bord de l'explosion, Normandie prend l'histoire à contresens. C'est un triomphe d'espace et de lumière pour une France qui, au même moment, creuse les souterrains de la ligne Maginot. Pour le président de la compagnie, c'est le plus merveilleux instrument de propagande que la France ait jamais produit. 129 feet of floating palace, almost as long as the Empire State Building laid on its side. Il écrira plus tard « Nous manifestions la volonté de nous comporter en peuple victorieux, dont les destinées sont dignes d'envie. » À Manhattan, un chantier immense a élargi une partie du fleuve Hudson d'une centaine de mètres. Le quai 88 est terminé quelques jours avant l'arrivée de Normandie et est inauguré par le maire de New York, Fiorello LaGuardia. Allié du président Roosevelt, LaGuardia domine le paysage médiatique depuis son élection en 1933. Nerveux, irascible mais infatigable, il modernise sa ville, combat la pauvreté et le crime organisé et jouit d'une popularité sans précédent. So the sailor, he's a tall fellow. He leans over, there's a cop way over there. And he said, "Hey, cop," he says, "there's a guy here, he says he's the mayor." So the cop couldn't get by. He says, "What does he look like?" And the sailor said, "Oh, he's a little guy with shabby clothes." He says, "That's the mayor." Le 3 juin 1935, après un peu plus de 4 jours en mer, Normandie arrive à New York et bat le record de vitesse de traversée de l'Atlantique. Il offre ainsi à la France, pour la première fois, le trophée du ruban bleu. L'accueil que lui réserve la métropole prend les proportions d'un triomphe romain. Le romancier Patrick Deville écrira 50 ans plus tard « La planète tout entière est un Titanic à 2 doigts de l'iceberg, mais ce soir, dans le port de New York, les détonations sont celles des feux d'artifice,
et des bouchons de champagne. Dans la seconde moitié des années 30, sur la ligne Le Havre-New York, Normandie est à l'apogée de sa gloire. Danielle Darieux est partie pour Hollywood. La voici peu avant son arrivée à New York, où elle reçoit l'accueil le plus chaleureux. Chaque semaine, les journaux publient les départs et arrivées des célébrités du monde entier. Parmi elles, un réalisateur anglais de renom qui émigre aux États-Unis avec un ambitieux projet: mettre en scène le naufrage du Titanic. L'Allemagne se prépare à la guerre et a déjà envoyé des dizaines de U-boats dans l'Atlantique. Normandie quitte le Havre avec à son bord des centaines de familles fuyant l'Europe. Louis Keguiner, ingénieur électricien de 36 ans, écrit dans son journal « La guerre est proche. Parmi l'équipage, la même question est sur toutes les lèvres. Quand reviendrons-nous ? » Le commandant, Étienne Payen de la Garandrie, confronté à la menace du torpillage, donne de nouvelles consignes, fait obturer hublots et fenêtres, interdit les communications radio et slalom plus au nord que d'habitude. Le 28 août, Normandie accoste au quai 88, au milieu d'un fébrile balai de paquebots cherchant un abri. Un passager dira « Nous pensions que la guerre avait éclaté. » Jour de départ, écrit Louis Keguiner. On dispose les machines, les passagers, la poste embarque. Nous croyons partir. Puis tout à coup, contre ordre, les choses vont mal. Nous restons là. Le 30 août, le président Roosevelt reçoit un message de son conseiller personnel. Normandie ne partira pas ce soir. La compagnie vient de renoncer à la traversée du retour, beaucoup trop dangereuse, et se résigne à laisser Normandie au quai 88, loin de l'armée allemande. Le 1er septembre, la guerre éclate en Europe. New York est à l'autre bout du monde et compte le rester. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. Officiellement neutre, la Maison-Blanche anticipe un conflit mondial. La marine américaine a informé le président 3 ans plus tôt que la taille et la rapidité de Normandie en feraient un enjeu stratégique majeur en cas de guerre. Pour Roosevelt, un passionné du monde naval, l'immobilisation du navire est une occasion à ne pas manquer. C'est alors que le secrétaire d'État au Trésor Henry Morgenthau a une idée audacieuse. Les États-Unis ont aidé la France à vaincre l'Allemagne en 1917. Depuis, la France est liée à l'Amérique par une dette financière colossale. La Maison-Blanche pourrait simplement prendre possession de Normandie, en déduisant sa valeur de la dette française. Le 3 septembre, Morgenthau en parle à Roosevelt qui lui répond « C'est drôle,
Nous avons eu la même idée au même moment. Convoqué dans le bureau de Morgenthau, l'ambassadeur français est sous le choc. « Pensez à ce que dirait l'opinion en France, dit-il. Vous le savez, Normandie est pour nous une sorte de trésor national. Mon peuple demanderait des explications. » La proposition est sur le point de dégénérer en un scandale diplomatique. Roosevelt recule, mais garde le navire à l'œil. Un moment plus propice se présentera peut-être. À l'écart de ces négociations secrètes, le commandant de Normandie doit se préparer à une immobilisation d'une durée inconnue. Il fait rapatrier la majorité des matelots et réduit son équipage au minimum. Des milliers de personnes qui habitaient Normandie en temps de paix, il n'en reste plus que 115. C'est alors que la Société française de bienfaisance à New York écrit à la compagnie. Arrivés ici en été, les malheureux membres d'équipage n'avaient pas emporté leurs vêtements chauds d'hiver. On rencontre ces pauvres garçons partout en ville, seuls ou en petits groupes, grelottant dans les rues. Les volontaires distribuent des manteaux aux matelots, mais dans l'esprit du commandant païen de la Garandrie, les ennemis réels et imaginaires commencent à se confondre. La marine américaine vient de découvrir des menaces de sabotage allemand. Le maire, M. Laguardia, nous a prodigué des marques de sollicitude en s'intéressant à notre protection. Et la police surveille le quai 24 heures sur 24. Nos matelots sont devenus le point de visée de pseudo-sociétés de bienfaisance ou de groupements divers, qui ne sont ni plus ni moins que des cellules communistes. Chaque jour, ils sont exposés à rencontrer des agents de l'ennemi ou des gangsters, qui feront de leurs complices. Ces hommes, sans le sou, sont à la merci de n'importe qui. Nous avons réduit les menus et rations du personnel. Tout a été recouvert de housse. Nous essayons de donner au navire un peu de vie artificielle. Louis Keguiner note dans son journal : le navire est triste, infiniment triste. Dans les coursives autrefois peuplées, plus un être vivant. Et pourtant si. Le New York Times écrit : l'état actuel de Normandie fait penser à un hôtel qui a fermé ses portes pour l'hiver. Au printemps 1940, le commandant païen de la Garandrie comprend que la bataille de France est perdue. Tôt ou tard, Normandie tombera aux mains de l'envahisseur allemand. Il réunit ses officiers et décide de couler le navire au large des côtes américaines. Épouvantée, la compagnie procède immédiatement à un remaniement de l'état-major. Elle expédie à New York le commandant François Lebet. Et le 14 juin, Paris capitule. Le journal de Genève écrira : quand Normandie, en 1935, glissait majestueusement entre les jetées du Havre, aucun des officiels présents ne semblait s'apercevoir que le pays, lui, glissait doucement à l'abîme. Entre tant de splendeurs étalées, tant de luxe ostentatoire, et les tristes réalités nationales, il y avait un divorce criant. On s'emballait pour un ruban, mais on négligeait l'armée et l'aviation. On hurlait frénétiquement afin que quelques millionnaires allassent un peu plus vite de la 5e avenue aux Champs-Élysées, mais on vilipendait tous ceux qui réclamaient des avions qui ne fussent pas des tortues,
et des tanks qui ne fussent pas d'un autre âge. À New York, Louis Keguiner écrit « Nous n'osons plus sortir. Devant les Américains, nous rougissons embarrassés. Mais nous écoutons les paroles du général de Gaulle avec joie. Nous espérons que Normandie reprendra le combat près de nos alliés. » Puis le vice-président, M. de Malglaive, prend la parole. Tous les Français libres et toutes les Françaises libres de Grande-Bretagne sont avec vous. Le 19 juin, Keguiner apprend que l'un des concepteurs de Normandie, Pierre de Malglaive, vient de démissionner afin de créer la marine marchande des forces françaises libres. De la compagnie, les matelots ne reçoivent ni nouvelles ni soldes. À bord, les camps se forment, la délation sévit. L'équipage se désintègre. Keguiner écrit « En août, la compagnie nous réunit enfin dans la salle du théâtre et tente de fournir des explications. Nous sommes vaincus, nous devons payer nos fautes passées. L'éternel refrain des capitulars et des lâches. » Mais de cette salle de théâtre où autrefois étaient assis des milliardaires et des vedettes de cinéma, montent des exclamations d'hommes, de marins qui veulent être libres, qui n'admettent pas la trahison. Fidèle à Normandie depuis ses débuts en 1935, Louis Keguiner franchit le pas à la fin de l'été 1940 et quitte le navire avec 15 de ses camarades. Les matelots rejoignent les forces françaises libres à Londres et sont suivis par des dizaines d'autres. 2 mois plus tard, la presse révèle que le commandant Lebay est soigné à l'hôpital français de New York suite à une dépression nerveuse. Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. En ce Noël 1940, Normandie semble avoir toujours été là. Ces espaces vides et sombres, écrit la presse américaine, font penser à une maison hantée abandonnée sur les quais de New York. Comme pris de désir pour un monde disparu, quelqu'un a la curieuse idée de projeter à bord La femme du boulanger de Marcel Pagnol, l'histoire d'un homme trahi par son épouse. Pour sauver son navire de l'hémorragie, la compagnie nomme un nouveau commandant, Hervé Le Huédé. Il arrive à New York en janvier 1941 avec de nouveaux matelots. De toutes les menaces, réelles ou imaginaires, gangsters, communistes, gaullistes, journalistes, femmes, la plus sérieuse demeure le sabotage par des sympathisants nazis. Le 2 avril 1941, un agent d'origine allemande, cuisinier sur le paquebot Manhattan, est arrêté pour avoir communiqué à ses supérieurs les mouvements de navires dans le port de New York. Le FBI est sur le point de démasquer le plus grand réseau de saboteurs allemands de son histoire. Le même jour, les forces françaises libres donnent l'alerte. Normandie risque d'être sabordée par son propre état-major, suivant des consignes venues de Paris. Ces soupçons tous azimuts saturent la presse et les échanges diplomatiques.
Et tout bascule le 15 mai 1941, quand la France formalise sa collaboration avec l'Allemagne. Face au choix de la France, la sécurité de Normandie devient une affaire américaine. À 19h, les Coast Guard montent à bord pour surveiller et protéger le navire. Le commandant l'EUD leur déclare avec prémonition. « Nous ne saboterons jamais Normandie, je vous en donne ma parole. Si nous voulions le faire, rien de plus facile. Il nous suffirait de quitter tous ensemble le navire et de vous le laisser. » Sous surveillance américaine, Normandie reste la propriété de la compagnie. Mais en France, on commence à redouter la confiscation pure et simple. We are placing our armed forces in strategic military positions. We shall actively resist every attempt by Hitler to gain control of the sea. We reassert the ancient American doctrine of freedom of the sea. We will not hesitate to use our armed forces to repel attack. I have tonight issued a proclamation that an unlimited national emergency exists. Pour préparer les Américains à l'entrée en guerre, Roosevelt crée l'Office de la défense civile. Il nomme à sa tête son proche ami, le maire de New York. Déjà connu pour sa fascination pour les incendies, LaGuardia est devenu obsédé par les bombardements nazis de Londres. No matter what happens, and let us hope that nothing happens, but if it does, we must be prepared to protect every man, woman, and child in the entire country. LaGuardia forme les habitants au métier de pompiers, de policiers, de guetteurs du ciel. New York se transforme progressivement en caserne. L'armée allemande est encore loin, mais pour Roosevelt, l'ennemi est déjà là. We know of new methods of attack. The Trojan horse, the fifth column, spies, saboteurs, and traitors are the actors in this new strategy. These dividing forces are undiluted poison. These pictures were taken at a busy New York street corner. Le 29 juin, le FBI remporte un grand succès. Walking into this trap is Colonel Fritz Duquesne, a leader of the spy ring and a professional German spy. Il démantèle le réseau Duquesne, une trentaine d'agents allemands actifs aux États-Unis depuis des années, et en fait un triomphe de relations publiques. A concealed
camera in the next office took these incriminating pictures. Les images font le tour des salles de cinéma à New York. L'équipage de Normandie découvre que l'Allemagne surveillait le navire depuis presque 2 ans. Malgré l'impressionnant coup de filet, les incidents dans les usines du pays se multiplient. Beaucoup demeurent inexpliqués. Once again, as the MGM crime reporter, it is my privilege to bring you another episode in our Crime Does Not Pay series. For obvious reasons, the events and characters depicted herein are fictitious. There she is again. She's leaving 20 minutes before our regular quitting time. Let's go. Cover the place, we'll join you. Okay. Les arrestations vont se poursuivre tout au long de l'année. Le prochain traître est susceptible d'être le voisin de palier, l'épicier du coin, n'importe qui. Be on guard. Build a wall of silence around your business, your activities. And at all times exercise the caution of thinking twice before talking once. L'angoisse qui saisit le pays tombe comme un fruit mûr entre les mains d'Alfred Hitchcock. Il renonce au projet du Titanic au profit d'un nouveau film, pour l'instant sans titre. Une frénétique chasse à l'espion à travers les États-Unis, baignée dans la paranoïa collective. De façon saisissante, le storyboard prévoit pour la fin du film la destruction par sabotage d'un paquebot de luxe au port de New York. Alors que le tournage se prépare, un autre spectacle est élaboré et les New-Yorkais découvrent les ambitions démiurgiques d'un maire devenu metteur en scène. À la rentrée 1941, LaGuardia transforme New York en décor de film de guerre et anticipe l'apocalypse avec impatience. Le 10 octobre, le maire mobilise 5000 soldats et 30 avions pour mettre en scène une fausse invasion de Long Island. Tout au long de la journée, la radio répète que rien de tout cela n'est réel. Keep calm. Keep cool. Do not listen to rumors and gossip. Le 15 novembre 1941, LaGuardia organise la Semaine de la Défense civile, un exercice simultané dans 7 quartiers différents, mobilisant 70 000 volontaires. Parmi les scénarios, on compte la simulation d'une attaque sur Normandie. Les Coast Guard n'ont pas été avertis et se trouvent submergés par une horde de policiers, infirmières, journalistes, faux blessés et faux malades qui se ruent sur le pont du paquebot. LaGuardia finit par s'excuser. La presse commence à parler d'une fièvre de guerre. En cette fin d'année 1941, on verra souvent le maire traverser les rues de New York en voiture de police, hurlant dans un haut-parleur « Du calme, du calme ». Tout au long de ce novembre tapageur, Roosevelt est tiraillé entre 2 propositions. La première est recommandée par le ministre de la Marine, débarquer l'équipage de Normandie et réquisitionner le navire pour le transformer en porte-avions. La seconde, soutenue par le département d'État, est un échange proposé par la France qui manque de pétrole et de coton.
Mais un dimanche matin inattendu entraîne les États-Unis dans la guerre et met fin aux hésitations. Le 7 décembre 1941, Alfred Hitchcock arrive à New York pour les premières prises de vue de son long métrage. Depuis peu, il a son titre, ainsi que sa comédienne principale, Priscilla Lane. Those of us who work in pictures try our best to show the happiness as well as the sadness that comes into the lives of the characters we play. We work with make-believe drama. But today and every day, real-life drama goes on around us. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. The principal American base in Details are not available. They will be in a few minutes. We heard here in New York that the Pearl Harbor base had been attacked and anti-aircraft fire was heard. Offensive action, it can be expected that the president... We return you now to New York and will give you later information as it comes along from the White House. We return you now to the New York Philharmonic Orchestra. I want to warn the people of this city that we are in an extreme crisis. We must not and cannot feel secure. We must be prepared for anything at any time. There's the alarm, Mr. Jones. Can this be a real raid, Mr. Jones? Is this the real thing? You don't know the answer, Mr. Jones. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, l'Allemagne donne le coup d'envoi à l'assaut sur l'Amérique. Une dizaine de U-boats sont lancés en direction de New York. C'est l'opération Paukenschlag, le coup de timbale. Le droit international permet dès lors à la Maison-Blanche de mettre enfin la main sur Normandie. Les matelots français ont 2 heures pour faire leurs valises. Et le 16 décembre 1941, au bout de 2 ans de surveillance, de marchandage et d'angoisse, Normandie est réquisitionnée. Les télégrammes s'envolent. De Gaulle demande aux Américains de lui céder Normandie. Il joue son atout, Louis Keguiner et ses camarades. La marine américaine refuse et souhaite vider le navire avant le Nouvel An. La compagnie cherche à réduire ses frais, compte les bouteilles de vin à rester dans la cave, se demande si les baignoires et lavabos font partie de la coque ou pas. Les destinées dignes d'envie que faisait espérer le lancement de Normandie sont littéralement réduites à un vulgaire effort de sauver les meubles. Le projet de porte-avions est abandonné en faveur du transporteur de troupes. Sur les promenades, on installe des canons anti-aériens. 2000 ouvriers travaillent sous pression pour finir les travaux avant février. On vient d'apprendre que des sous-marins allemands approchent. The Navy also disclosed that the former French luxury liner Normandy is being converted into a naval auxiliary. The 83,000-ton vessel, by direction of the President, has been named the Lafayette, honoring the French leader who came to the aid of this country during the Revolutionary War. Peu avant le Nouvel An, Hitchcock trouve son saboteur, le jeune Norman Lloyd. Pour la promotion du film, les studios Universal annoncent qu'Hitchcock avait prédit l'attaque sur Pearl Harbor et qu'il modifie son scénario en continu en fonction des événements. Au même moment, l'écrivaine Simone de Cayavet, réfugiée à New York, écrit au commandant Lehuédé. « Vous nous feriez plaisir en acceptant de venir dîner avec nous,
dans l'intimité, entre Français bien malheureux, le 31 décembre à 8h. Des jours de fête sont si durs lorsqu'on est comme vous, comme nous, séparés de tout ce qu'on aime. C'est encore un petit peu de France qui s'en va. Il ne faut pas rester seul. Ce court-métrage de Preston Sturges, commandé par l'armée, met en garde contre les dangers du sabotage dans le port de New York. Il sort en salle en ce début de janvier 1942, que les matelots allemands ont appelé « Der zweite glückliche Zeit », le second temps heureux. Pour les Américains, c'est un janvier cauchemardesque où l'angoisse atteint son paroxysme. U-123, le premier sous-marin à avoir traversé l'Atlantique, aperçoit enfin New York. Avec ses jumelles, le commandant Reinhard Hardegen peut observer les toits des gratte-ciel. Le 2 janvier, c'est la prison pour les espions du réseau Duquesne. Roosevelt, qui commence à être agacé par les mises en scène baroques de l'Office de la Défense civile, lui choisit un dirigeant plus sobre. Le soir, le nombre d'entrées enregistrées dans les salles de cinéma à New York explose tous les records. Un journaliste infiltré à bord de Normandie, déguisé en docker, découvre de nombreuses occasions de saboter le navire. Le journal alerte la marine qui l'envoie promener et décide de repousser la publication pour ne pas tenter le diable. Le 5 janvier, 2 revolvers disparaissent du bureau du commandant de Normandie alors que la ville teste la coupure totale de ses réverbères. Le lendemain, la marine annule toutes les permissions. Lors de son allocution annuelle sur l'état de l'Union, Roosevelt conjure un futur lointain. If any of our enemies attempt long-range raids by suicide squadrons of bombing planes, no matter what our enemies, in their desperation, may attempt to do to us, we can take it. 2 jours plus tard, un mégot laissé par un docker détruit le quai 83, à 400 mètres de Normandie. Le 15, le commandant d'U-123, Reinhard Hardegen, torpille son premier navire devant Long Island. Le lendemain, un avion transportant 20 officiers de l'armée ainsi que l'actrice Carole Lombard s'écrase contre un flanc de montagne. Le public perd l'une de ses stars préférées. Le FBI suit la piste de l'espionnage, du sabotage et des extraterrestres. Quelqu'un avait vu une lumière étrange. La semaine suivante, on apprend que l'Allemagne développe un bombardier à longue portée capable d'atteindre les États-Unis sans imposer le suicide à son pilote. Le 1er février, les renseignements américains sont plongés dans le noir. La marine allemande vient d'ajouter un 4e disque à sa machine Enigma, rendant ses communications indéchiffrables. Un espion allemand écrit « La confusion en Amérique est complète ». Le même jour, Hitchcock déclare à la presse « Aujourd'hui, on ne peut avoir confiance en personne ». Son tournage presque terminé, il rentre à Los Angeles. Au petit matin, les États-Unis avancent les aiguilles d'une heure et passent officiellement à l'heure de guerre. Wartime
Dans le grand salon de Normandie, l'ouvrier Clement Derrick allume son chalumeau afin de découper le dernier montant d'un luminaire. Wait a minute. Rewrite. Go ahead. Tear down 1 and 2. Hold 3 for pictures. Circumstances of the disaster make it unique among dramatic spectacles. Still being fought by dozens of engines and fireboats at the Lafayette's pier. At least 218 of the 2,200 workmen aboard the ship when the fire started less than 4 hours ago have been injured. Despite the official minimizing of sabotage talk in connection with the Norm, The Bureau of Investigation is investigating sabotage. But a little while ago, Admiral Andrews, commanding the 3rd Naval District, said his latest information indicated the fire started in the main lounge of the promenade deck by a spark from an acetylene torch. Being used close to bales of inflammable material. Orders had been given to move the bales, but they were shifted only 2 or 3. There are too many of these things being blamed on sparks from workmen's torches. These can't all be accidents. The whole business sounds mighty strange. Not sabotage? I wonder. Des heures durant, les bateaux-pompes déversent des tonnes d'eau glacée sur les ponts extérieurs. Normandie commence à s'incliner. Le commandant L'Huédé essaie de monter à bord pour sauver son navire, mais les Coast Guard refusent. Il explique alors à La Guardia que si l'on continue à inonder les parties hautes, le navire finira par chavirer. Quand les premières amarres se rompent, La Guardia appelle la Maison-Blanche. Roosevelt, exaspéré, répond qu'il ne peut rien faire depuis son bureau. A northwesterly wind that sprang up quickly fanned the flames into an all-engulfing blaze. Her wooden decks burned. Les flammes risquent d'embraser le quai, puis les immeubles. La Guardia décide de laisser faire les pompiers. Dans la soirée, la gîte s'accentue. Les passerelles tombent dans le fleuve. L'ordre retentit d'abandonner Normandie. À minuit, la marine éloigne les équipes des actualités. L'ampleur de la bavure est indescriptible. La presse américaine écrit « Que dire d'une nation qui est au sommet mondial de l'industrie et qui est incapable de travailler sur un navire sans le laisser prendre feu ?» En France, le ton est plus wagnérien. L'auteur Pierre Deloncle, grand-oncle du fondateur du groupe fasciste La Cagoule, écrit à la compagnie « Voici la fin de Normandie. Dû à l'égoïsme, à la stupidité, au vandalisme américain. Quelle hypocrisie à l'appeler Lafayette après nous l'avoir volé. Ma douleur est avec ceux qui firent ce chef-d'œuvre, gâché puis détruit par le peuple le plus abject de la terre. Le journaliste infiltré le mois précédent peut enfin publier son enquête. La Une est un modèle de post-vérité. Notre reporter prouve que Normandie aurait pu être sabotée. Roosevelt est informé que personne à New York ne croit à la thèse de l'accident.
Le spectre qui s'était fondu dans le décor est à nouveau une attraction touristique, obsédante par sa photogénie. We were at Universal when news came that the Normandy had capsized. Hitchcock was not going to let that opportunity go away. And he immediately saw, with the collapse of the boat and the information about it, that it was a shot. Hitchcock immediately ordered a crew to go out and shoot the Normandy on its side. Sans autorisation, l'équipe tourne aussi quelques plans de circulation sur les quais et envoie le tout à Los Angeles. Hitchcock installe Norman Lloyd dans un faux taxi devant un écran de projection et lui demande de prendre l'air le plus malveillant possible. That was like an improvisation. He was very quick. Me in the cab, the boat, reaction. Hitchcock knew that it was not sabotage, but he knew that by putting together these pieces of film, he let the audience reach their own judgment. He was famous for cutting and making a story out of the cut. Le 22 avril 1942, le gratin de Washington est invité à l'avant-première de Saboteur. Une expérience éprouvante qu'Alfred Hitchcock racontera 20 ans plus tard à François Truffaut. The passenger ship, you know, it sunk in New York Harbor. They had a fire on board, and the whole thing turned over and sank. And I cut to a shot of it from the viewpoint of the saboteur. And here's the way I made him play it. Like this. Hey, c'est ça, hey. And the Navy raised hell. We got letters. Et la marine a réellement été furieuse. Because I was implying that the Normandy had been sabotaged, which was a reflection upon their duties in guarding it. Moi, j'avais pas pensé que c'était le Normandie. Yes, sure. C'est bien. La marine américaine demande au studio Universal de retirer la scène avant la sortie publique du film. Elle ne sera restaurée qu'en 1948. 5 branches du gouvernement américain mènent des enquêtes indépendantes et arrivent à la même conclusion. L'incendie était le résultat d'un accident, aggravé par une négligence et une pagaille sans précédent. Cette histoire aurait pu s'arrêter là. Mais pendant des mois, la Maison-Blanche croule sous les courriers qui proposent des explications alternatives. En 1947, un ancien espion nazi, Fritz Schaeffer, se confesse aux autorités allemandes. La fantaisie prend, pour quelques semaines de titre. En 1974, on apprend que Charlie Luciano, une figure notoire de la pègre new-yorkaise, serait l'auteur de l'incendie. Dans une Amérique secouée par le scandale du Watergate, la théorie trouve ses adeptes. Normandie se découvre comme pièce d'un puzzle couvrant non seulement Luciano, mais Kennedy, Castro, Nixon, Howard Hughes et la CIA. Plusieurs journalistes rouvrent le dossier, enquêtent indépendamment pendant des années et aboutissent au même constat. Pas de sabotage, pas de nazis, pas de mafia. Un malheureux accident. Mais de la peur du chaos naissent les mythes. Et de toute évidence, il ne meurt pas sans résister. Too bad you can't take a trip on the Normandy. Yeah, that ship that caught fire. I heard about that.
That was sabotage. What's that got to do with me? Depuis presque un siècle, on imprime la légende. Films, livres, reportages, réseaux sociaux perpétuent l'idée d'un incendie mystérieux. Les raisons de ce succès se trouvent peut-être dans le témoignage de Reinhard Ardegen, le commandant de U-123, qui en janvier 1942 regardait les toits de New York à travers ses jumelles. Natürlich ist das ein Märchen. Ich habe natürlich den roten Schein einer Großstadt am Horizont gesehen. Und in amerikanischen Zeitungen hat gestanden, ich hätte die Leute auf dem Dachgarten vom Waldorf Astoria tanzen gesehen. Das ist natürlich ein Blödsinn. In der Deutschen Wochenschau sind Filme erschienen, wo also das nächtliche New York im Fadenkreuz eines U-Bootes zu sehen war. Und man hat also irgendwelche Nachtaufnahmen genommen und hat dann also ein Fadenkreuz da rein kopiert und hat das gemacht. Ich habe mal gesagt, was soll denn der Blödsinn? Ich gesagt, das stimmt nicht, das ist also ein Märchen, verkauft sich gut in Zeitungen, genau wie heute. Eine Lüge verkauft sich manchmal besser als die Wahrheit. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Normandie est l'histoire de ce monde. Wir müssen jetzt von hier